C'est connu comme le plus ancien métier du monde. Dans l'ancienne Mésopotamie et l'Égypte, il y avait des temples dédiés à la prostitution sacrée. Il existe des registres sumériens anciens datant de 2400 avant Jésus-Christ qui font référence à la prostitution comme une occupation. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre série Une journée dans la vie, retournant au XVe siècle en Allemagne pour explorer la vie d'une personne, prostituée en particulier dans le monde exploiteur et abusif à l'intérieur d'un bordel médiéval. Bienvenue à la folie médiévale. Une nécessité maléfique. Dans la plupart de l'Europe, l'Église était sans aucun doute l'établissement le plus complexe de la société médiévale. Elle a façonné leurs attitudes et dicté leurs actions quotidiennes à tous les niveaux. Suivant les enseignements de Saint Jérôme, citation, « Une prostituée était disponible pour la luxure de nombreux hommes ». Au XIIe siècle, le moine Gratien a utilisé les propos de Jérôme pour définir la promiscuité comme critère principal d'identification d'une prostituée. Un siècle plus tard, le cardinal italien Ostiensis était d'accord et a ajouté qu'il y avait un élément de tromperie impliqué, car une prostituée feint l'amour et l'intimité entre elle-même et son client. Malgré le dégoût évident du clergé, les prostituées étaient considérées comme essentielles car on pensait que les hommes avaient une pulsion sexuelle naturelle, mais pécheresses. Un besoin qui pourrait corrompre les femmes les plus respectables, même leurs propres épouses. Si les prostituées n'étaient pas disponibles comme exutoire aux pulsions sexuelles des hommes, alors ils pourraient même se tourner vers le plus vil des péchés, à savoir la sodomie. Donc sans ces dames de la nuit, l'ordre social serait perturbé et il y aurait de l'anarchie. Malheureusement, cela impliquait que ces femmes de la nuit n'étaient pas très estimées. Comme elles l'avaient été dans l'Antiquité, elles étaient considérées comme un mal nécessaire et les pires des pécheurs. Le business de la prostitution. Pour les médiévaux, le bordel est devenu le centre de toute cette désagréabilité, une sorte d'exutoire pour la luxure masculine. Cela indique que plusieurs autorités municipales ont donné des licences à des maisons de débauche, certaines étant même à leur propriété, la municipalité elle-même. Si les bordels demeuraient discrets, l'abolition totale de la prostitution n'était pas nécessaire. En ce qui concerne l'Église, cela prohibait l'adultère, la masturbation, l'homosexualité et le viol. Il est à noter qu'en Angleterre, de nombreux membres du clergé étaient aussi politiciens, hommes d'affaires et ecclésiastiques. Plusieurs bordels à Londres généraient des revenus pour l'Église, d'argent à gagner du péché. Plusieurs maisons de débauche, comme celle de Bolzano en Italie du Nord, située près de la maison du bourreau, un autre ostracisé de la société médiévale, ont été reléguées en périphérie de la ville. Chaque maison hébergeait une douzaine de travailleurs du sexe, générant, pour la ville, une industrie lucrative avec un loyer annuel de 70 arts. Dans un monde idéal, travailler dans une maison de débauche, plutôt que de marcher dans les rues, aurait dû donner aux femmes une certaine forme de protection. Mais en réalité, certains tenanciers de bordel n'étaient guère mieux que les proxénètes modernes et brutalisèrent les femmes dont ils avaient la charge. La plupart avaient été vendus aux tenanciers, souvent par leur famille. Les accords de location entre les propriétaires de bordels et l'autorité étaient établis. Les gardiens devaient jurer fidélité et obéissance. Il existait également des règles interdisant l'ivresse et le blasphème dans le bordel lui-même, ainsi que des politiques pour régir la relation entre une prostituée et son proxénète. Par exemple, à Vienne, les règles indiquaient que les tenancières devaient être des femmes. Sexploitation. Else von Estet a commencé à travailler au bordel municipal de Nordlingen, en Allemagne, à la fin du XVe siècle. Elle a d'abord été employée comme femme de cuisine, et on pense qu'elle a probablement été forcée de vendre son corps pour de l'argent par le tenancier du bordel, Leinhard Freimont, et son partenaire, Barbara Taschenfrieden. Else est tombée enceinte de l'un de ses clients. Découvrant cela, Barbara a concocté une potion de pervenche, carottes sauvages, clous de girofle et vin pour provoquer un avortement. Puis elle a forcé Else à boire la concoction. Else a effectivement fait une fausse couche et a perdu un fœtus masculin qui aurait eu environ 20 semaines. Sans avoir le temps de se remettre de son épreuve, Else a été forcée de retourner au travail immédiatement et on lui a dit qu'elle serait battue si elle parlait de l'avortement à quiconque. Néanmoins, Babel von Esslingen, une collègue prostituée, a aperçu le corps de l'enfant sur un banc dans la chambre d'Else. Elle avait apporté un seau d'eau à son amie, qui était allongé sur son lit en agonie.
Babel a commencé à parler de ce qu'elle avait vu aux autres femmes, alors elle a été envoyée par Leinart et Barbara dans un autre bordel à Ulm. Mais il était trop tard. Les clients du bordel sont également devenus méfiants lorsqu'ils ont réalisé qu'Else, je cite, qui avait été grande, était maintenant petite. En entendant les rumeurs, le conseil a envoyé 2 officiels au bordel. Ils ont dit au tenancier du bordel et à son partenaire que les discussions avaient atteint les membres seniors du conseil et qu'une enquête allait bientôt commencer. Dès que les hommes sont partis, Leinart, furieux, s'est précipité là où Else et les autres femmes mangeaient et a sévèrement battu Else. Mais refusant d'être intimidée, elle a courageusement crié à Leinart qu'il devrait lui couper les bras et les jambes pour l'empêcher de témoigner contre lui. Plus tard, Leinart et Barbara, réalisant que le jeu était fini, ont cherché un arrangement avec Else. Si elle acceptait de se taire, ils effaceraient sa dette et elle pourrait quitter le bordel tranquillement le lendemain. Comme convenu, quand il était temps de partir, Barbara a discrètement aidé Else à partir. Elle a feint de demander où Else était partie et a prétendu la chercher dans le bordel. Mais Else avait déjà tout raconté du plan à une autre prostituée nommée Margret von Beibrach. L'enquête. Et ainsi commença l'examen. La première partie concernait entièrement l'avortement présumé. Pour les médiévaux, un fœtus ressemblant à un humain était considéré comme ayant une âme. Ainsi, un avortement à un stade aussi avancé de la grossesse était considéré comme une grave infraction. Else n'a jamais été soupçonnée d'avoir avorté son bébé. Elle a témoigné dans la ville de Weissenberg où elle s'était rendue après avoir quitté son bordel à Nordling. 2 témoins, Margret et Anna Van Ulm, ont corroboré son témoignage et raconté comment Else pleurait inconsolablement la perte de son bébé, disant que Barbara avait, je cite, « pris son enfant et tué sa chair et son sang ». La deuxième partie de l'enquête était plus une enquête générale concernant les conditions de travail dans le bordel public et si Leinart, le tenancier du bordel, avait rompu le serment qu'il avait prêté lorsqu'il a commencé le travail en 1469. Maintenant, presque toutes les femmes sont venues parler de leur traitement cruel. L'enquête a révélé que beaucoup d'entre elles étaient battues par Leonhardt si elles essayaient de refuser un client, parfois avec une tige ou une ceinture et d'autres fois avec un fouet de taureau. À son arrivée au bordel, Anna a affirmé que toutes les femmes avaient vu leurs vêtements confisqués, ce qui signifiait qu'elles devaient, je cite, se promener misérablement et presque nues. Elle s'est confirmé avoir dû payer pour récupérer sa jupe. Les femmes étaient endettées dès le départ. Elles devaient payer pour leur chambre et leur nourriture, telle qu'elle était, et aussi donner 1/3 de leurs gains. Elles étaient forcées d'avoir des rapports sexuels même lorsqu'elles avaient leur menstruation, qu'elles appelaient leur maladie féminine, et les jours saints, ce qui était illégal selon les termes du contrat de la ville. La loi exigeait aussi que les femmes reçoivent plus de nourriture pendant leur menstruation. Cela n'a pas été respecté, elles recevaient quotidiennement de la nourriture dégoûtante. On leur facturait des prix exorbitants pour leurs nécessités, dont les repas et le vin, les plongeant constamment dans la dette. Leinart facturait aux clients des frais appelés argent pour dormir s'ils voulaient rester pour la nuit. L'une des femmes a décrit comment, lorsqu'un client ne se présentait pas, elle était forcée de payer elle-même les frais. On leur interdisait aussi d'assister à la messe, un droit citoyen. Il est vrai qu'une fois une femme dans ce métier, il était quasiment impossible de s'en sortir à moins d'être emportée dans un cercueil, et cela se produisait généralement par malnutrition, épuisement ou maladie. Surtout les maladies sexuellement transmissibles. La maladie étrangère. Ce que nous appelons maintenant la syphilis, personne ne voulait en prendre la responsabilité pendant le Moyen Âge. Les Français l'appelaient la maladie napolitaine. La maladie française était présente en Angleterre, Italie et Allemagne. La Russie disait que c'était la maladie polonaise et les Turcs disaient que c'était à cause des chrétiens. Mais, inévitablement, l'Église accusait les femmes, car tous les maux du monde pouvaient être retracés jusqu'à la transgression d'Ève dans le jardin d'Éden, le péché originel. Pour les médiévaux, discuter de l'acte sexuel était tabou, et les MST étaient considérés comme une punition pour quiconque ne vivait pas selon les enseignements de l'Église. Leur réponse au problème était d'encourager l'abstinence comme mode de vie, ce qui, même dans les milieux très religieux, au Moyen Âge, ça n'aurait jamais marché. Vraiment, les MST comme la prostitution existent depuis le début de la civilisation humaine. Il y a beaucoup de preuves de maladies vénériennes dans la société ancienne. Des tablettes d'argile de Mésopotamie montrent des images érotiques de parties génitales avec des signes d'infection, tout comme les papyrus égyptiens de 1550 avant Jésus-Christ.
La syphilis était une maladie vénérienne très répandue. C'est largement répandu au Moyen Âge via les bordels et prostituées, car de nombreux porteurs étaient asymptomatiques. À n'importe quel moment, environ 1 mois après le contact, la maladie se manifeste par des lésions sur le corps, mais elles sont généralement assez indolores, c'est pourquoi les gens pensent qu'elles sont inoffensives. Plus tard, ces plaies cutanées se propagent souvent aux paumes des mains et aux plantes des pieds, ainsi qu'à la bouche, au vagin et à l'anus. La liste des autres symptômes est longue à mesure que la maladie progresse et comprend de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés, une perte de cheveux, une perte de poids, des maux de tête et une fatigue générale. Frappez-le avec un marteau sans traitement. La syphilis peut pénétrer le système nerveux et causer la cécité, la paralysie, la démence et finalement la mort. Les enfants nés avec la syphilis congénitale qui est transmise pendant la grossesse ou l'accouchement peuvent souffrir de défiguration faciale et d'élargissement de la rate et du foie. Les médecins médiévaux, qui ne savaient pas mieux, prescrivaient du mercure toxique à frotter sur les plaies, permettant aux produits chimiques de pénétrer dans la circulation sanguine et de rendre une personne malade beaucoup plus malade. On pourrait utiliser des sangsues, car on pensait qu'elles aspiraient la maladie. Des médecins conseillaient aussi aux hommes de se frapper les organes génitaux avec un objet lourd. En somme, aucune de ces prétendues cures ne marche, la dernière ayant sans doute fait plus de mal. La gonorrhée avait également un taux d'infection élevé. Elle était rarement mortelle, mais très désagréable. Les médiévaux nommaient cette maladie la maladie brûlante pour sa douleur pendant la miction. On a suggéré de purifier ces zones avec de l'urine et du vinaigre. Cela ne fonctionnait pas et était probablement incroyablement aussi. Invisible. Lionheart et Barbara ont tous deux été interdits d'entrer à nouveau dans la ville. Barbara a également été marquée sur le front car elle était responsable de l'avortement de l'enfant d'Els von Estedt. Les prostituées de Nordlingen étaient maintenues dans des conditions horribles, mais il semblerait que la violence et les mauvais traitements étaient courants dans la plupart des bordels médiévaux à travers l'Europe, et ce n'est que l'action d'un avortement forcé qui a mis en lumière ces abus. L'histoire de Elle est importante car elle met en lumière l'histoire des travailleurs du sexe, un groupe de personnes qui a été pour la plupart négligé, mais qui a toujours été une partie importante de la société depuis la nuit des temps. On ne sait rien des femmes du bordel de Nordlingen après l'enquête de 1472, mais nous savons maintenant qu'elles étaient uniques, complexes et que leur vie comptait.